Jeudi 28 juillet 2016, sur la place du Poufre, à 7, aux voix vives avec Georges Drano. Première ligne pour lancer la parole du poète. Tu as au moins deux pays, la Bretagne, du côté de Redon, pour commencer, et puis le sud, Oui. un sud de ton cœur. Oui, ben la Bretagne, d'abord du côté de Redon, c'est loin parce que j'ai passé ma prime jeunesse. C'est plutôt le pays de Guérande qui a été marquant pour moi. C'est-à-dire la presqu'île guérandaise avec à la fois le paysage de bocage en campagne, qui m'a beaucoup marqué, et puis les marais salants. Marais salants qu'on connaît maintenant, mais qui a traversé une grande crise dans les années 70, puisque il y avait des menaces sur le territoire qui devaient être récupérées pour une extension touristique et qui menaçaient les marais salants dans leur intégralité. Et c'est un travail de militant, Oui, il y a eu un travail de militants. écologique et poétique avec les paysans travailleurs du coin là-bas. Oui, d'une part les paysans travailleurs, puis les paludiers, et puis une nouvelle population de paludiers qui est venue s'agréger dans ce processus de défense, car les paludiers eux-mêmes, la souche originale du métier était vieille, comme toute l'agriculture. Il y a eu un vieillissement de la population, c'est des gens qui n'étaient pas forcément militants. Il y avait un syndicat des paludiers, mais qui restait quand même dans des luttes très symboliques. Et puis il y a un nouvel apport de population qui est venu des nouveaux paludiers qui se sont mobilisés, qui se sont accrochés au terrain et qui ont réussi à alerter aussi des scientifiques, des gens de la médiatisation, qui ont réussi à alerter l'opinion sur cette bagarre qui s'est instituée autour des marais salants. Parce que le marais, c'est une construction humaine. Hein, c'est une construction humaine, c'est un bocage maritime. C'est-à-dire que le marais salon de Guérande a été construit sur une plaque de sol argileux avec des talus, des fossés, des réserves d'eau. Toutes les salines, c'est une construction humaine. Et si cette construction-là n'est pas entretenue, n'est pas mise en eau, eh bien elle dépérit et elle perd toutes ses fonctions. Donc ça demande une présence humaine sur le territoire. Donc un travail militant, un travail humain, mais aussi propice à ta propre poésie, au théâtre que tu as défendu, l'art au service de la nature en quelque sorte. Oui, si on veut, oui, tout ça s'est confondu. Moi, je n'ai pas pu séparer mon travail, ma pratique d'écriture de la poésie, d'un travail militant autour de la poésie, que ça soit là dans la circonstance des marais salants, mais hors de ça, j'ai aussi toujours milité pour faire connaître la poésie. Pas forcément la mienne, mais celle des autres, en organisant des lectures rencontres publiques, etc., hein, en favorisant une écoute de la poésie, qu'elle soit contemporaine ou non contemporaine, mais surtout la parole contemporaine. Revenons à ton métier, au métier des mots. Source de Gilles Fournel est le premier à t'avoir publié, et tu as intégré assez vite d'ailleurs sa petite équipe. Oui, ça c'était dans les années 60. J'avais eu contact avec Gilles Fournel qui dirigeait la revue Source en Ille-et-Vilaine, du côté de Rennes. Et immédiatement j'ai été accueilli dans cette équipe, et c'était des gens qui étaient un peu plus âgés que moi, qui avaient donc une pratique plus longue de la poésie, et surtout qui connaissaient des poètes que je ne connaissais pas, qui connaissaient tout un réseau de poètes qu'ils avaient lus, et que j'étais très attiré par leur lecture, et en même temps ils se situaient dans la lignée de l'école de Rochefort. Ils se réclamaient de l'école de Rochefort, c'est-à-dire de l'équipe autour de René Guécadou. Se sentaient près d'eux. D'ailleurs, les premiers numéros de Source ont été un hommage à René Guécadou. J'aimerais que tu évoques l'importance de ces paysages de Brière, les ciels bretons qui marient la terre et l'océan, y compris dans ton écriture. Oui, c'est vrai, surtout ce qui m'a surtout marqué, c'est le bocage. C'est-à-dire cette organisation de l'espace rural qui est très particulière à cette partie sud de la Bretagne, puisque c'est tout un maillage avec des talus, des haies, des fossés,
qui ont été détruits en grande partie pour des problèmes de rendement et de remembrement. Et on s'est rendu compte par la suite que ça causait des catastrophes, des inondations, des inconvénients qui n'avaient pas été prévus. Certes, il fallait peut-être un peu réguler ce milieu, mais de là à le détruire complètement, c'est une aberration. Moi, je pense que ce paysage de bocage, c'est une forme d'écriture de la Terre. Il y a déjà on sait, ça nous renseigne sur le climat, sur l'économie, sur les échanges qui ont lieu, sur l'agriculture même, et donc il ne fallait pas détruire ce milieu-là. Ces paysages de bocage sont très importants à la fois dans ta sensibilité de poète et dans ta sensibilité d'homme. Alors, paysage et horizon, qu'en fais-tu? Le paysage doit nous ouvrir sur l'horizon. Le paysage, c'est ce qu'il y a à nos pieds en quelque sorte, c'est ce qu'il y a dans notre regard. Il faut dépasser ce paysage pour aller vers d'autres horizons. C'est-à-dire que dans l'écriture, si je parle du bocage qui semble être un lieu fermé, cloisonné et tout, je pense que ça ouvre sur d'autres horizons, sur d'autres paysages qui ont peut-être une organisation différente, mais qui dépassent ce lieu, ce local, si tu veux. Toute écriture poétique, c'est ça en fait. On parle de soi, on parle de ce qu'on a autour de soi, mais on espère que ça dépasse largement notre histoire personnelle et notre vision personnelle. Revenons à ta poésie et au paysage qu'elle récèle, qu'elle révèle. Je veux dire l'importance des pierres, des murs, des maisons, du chapeau de la nuit sur l'ensemble. Peut-être qu'il faut en même temps évoquer ta rencontre avec les Rougerie. René Rougerie, à qui nous avons une pensée forte aujourd'hui, et Olivier qui a pris son fils qui a pris sa suite. Ma rencontre avec les Rougerie date des années 60. J'avais tout simplement lu son nom, le nom des éditions Rougerie dans une revue, je ne me souviens plus laquelle d'ailleurs, et j'ai envoyé un manuscrit en 1962 par la poste. D'ailleurs, il le disait souvent, c'est un des rares manuscrits que je reçois par la poste. Et il m'a répondu qu'il avait lu, il voulait bien favoriser son édition, et il était d'accord. Et l'été d'après, non l'année d'après, pas l'été, l'année d'après, à la rentrée, j'étais dans ma classe, à ce moment-là c'était à Sérac, quelqu'un frappe, j'ouvre la porte, je vois un couple là, un monsieur pas très grand, en short, avec sa compagne, Rougerie. J'ai même fait répéter le nom tellement ça m'a surpris. Donc c'était René Rougerie et Marie-Thérèse qui venaient nous rendre visite. Car dans la pratique de René Rougerie, quand il avait accepté de publier un manuscrit, il aimait bien rencontrer celui qui lui avait envoyé. Il voulait un peu vérifier si le comportement humain du poète correspondait bien à sa poésie. Donc il nous a rendu visite, ça a été la première rencontre et le livre a été publié en 1963, c'était Visage Premier, et depuis on s'est rencontrés soit en Bretagne, soit dans le Limousin où il habitait, on s'est rencontrés régulièrement, à Mortemart, et j'ai beaucoup apprécié l'intégrité et l'honnêteté de cet éditeur. Il ne publiait que ce qu'il aimait, donc il n'acceptait aucune dérogation à ce qu'il avait fixé. Et je trouve ça très bien. On sait où on va, avec qui on est, c'est tout à fait honnête. Et je continue à faire confiance à Olivier, qui suit la même démarche. Un chemin d'amitié poétique profonde. Ah oui, très fort. Je reviens à ta poésie, les paysages, le bocage, bien l'océan qui a baigné ton écriture d'une certaine manière, et aussi les saisons, le passage du temps. Il y a un livre qui se nomme chez toi « Le chemin du jour touche au chemin de la nuit ». De toute façon, le chemin du jour touche au chemin de la nuit, c'est un vers de Victor Hugo. Mais c'est un de tes titres. C'est un de mes titres. Que tu as pris. Oui, parce qu'il y a à la fois, certainement, dans ce que j'écris, surtout dans cet ensemble un peu plus gros que les autres, il y a à la fois un aspect nocturne et un aspect diurne, un aspect rêve et un aspect réalité,
qui se côtoient, hein, qui se chevauchent, qui s'interfèrent de temps en temps, qui s'écartent, qui reviennent l'un vers l'autre. Un autre thème, ta rencontre avec René Char, Oui. est importante. C'est un poète dont tu pourrais nous parler, mais il y a des formes poétiques que René Char utilisait, qu'on retrouve dans ton écriture, au niveau formel déjà. Hein. Bon, ma rencontre avec René Char, c'est tout à fait fortuite parce que ça c'est en 1962 ou 63. Je lui avais envoyé un mot parce que je le lisais depuis un bon moment. J'avais beaucoup d'estime pour ce grand poète qui, d'une part, a une écriture exemplaire, parfois difficile à atteindre, mais même quand c'est difficile à atteindre, je sentais qu'il y avait une hauteur de vue et une exigence quand même très particulière. J'ai beaucoup admiré sa position pendant la dernière guerre et ce qu'il est devenu par la suite, c'est-à-dire quelqu'un d'intègre qui n'a accepté aucun compromis. Donc je lui avais écrit. À ce moment-là, j'étais instituteur à Dreyféac, en pleine campagne de Bretagne, là, dans une région assez déshéritée quand même. Et il m'a répondu et que je pouvais lui rendre visite. Et donc au Buscla, dans le Vaucluse, dans sa propriété, enfin dans sa petite propriété qu'il avait là-bas. Donc un été, on est allé, puis on est retourné plusieurs fois. Ça s'est réitéré plusieurs fois. Donc c'est quelqu'un qui était très impressionnant, non seulement physiquement, mais aussi dans son comportement. C'est quelqu'un qui était simple, très simple, qui ne posait pas et qui était assez impressionnant parce qu'on sentait bien qu'il était un peu en marge de la société. Même s'il paraissait comme le mage Guy Vic m'avait dit, tu sais, c'est Charlemagne. D'ailleurs, c'est vrai, parce que le premier nom d'un des ancêtres de Charlemagne, qui était un enfant d'assistance, comme il était grand, il l'avait appelé soi-disant Charlemagne, avec beaucoup d'intelligence. Ensuite, ça a été transformé en Charmagne, et ensuite en Char. Donc j'ai rencontré ce grand monsieur, hein, avec une voix tonitruante, forte, un accent très prononcé, et qui m'a reçu avec beaucoup de gentillesse. Revenons au chemin d'écriture. Tu vis avec Nicole Steinberg-Drano, qui elle-même a sa propre ligne d'écriture, sa propre vie d'écriture. Peux-tu évoquer le ménage poétique que vous faites et comment ça se passe? Ben, moi j'ai rencontré Nicole à cause de la poésie. C'est la poésie qui a été, nous étions en Cagne, en Hippocagne, à Brest. Et donc la première fois que j'ai entendu Nicole, elle faisait un exposé sur Lorca. Évidemment, une étudiante de cette classe-là, de cette formation, qui faisait un exposé sur Lorca, ça m'a tout de suite interpellé. Donc ensuite on s'est rencontrés, on a décidé de rester ensemble. Et à ce moment-là, Nicole ne montrait pas ses poèmes. Moi je montrais à tout le monde, même dans les bistrots, même partout. Je lisais mes textes avec quelques amis ou tout seul, ça m'était facilement abordable. Elle, non. C'est beaucoup plus tard qu'elle a accepté de montrer ses textes. Donc elle écrit des poèmes, elle écrit à sa manière, dans son temps, et moi j'écris aussi, mais il n'y a pas d'interférence entre nous. Évoquons pour clore provisoirement cet entretien, les voix vives. Oui. Comment perçois-tu ce beau festival que Maïté Valdez-Bled dirige? Ça doit faire à moins plus d'une dizaine d'années qu'on participe. Hein. On a d'abord participé aux Voix de la Méditerranée à l'ODEF pendant un certain nombre d'années, et puis depuis le début que les Voix de la Méditerranée, Voix vives, se sont installées à Sète, nous sommes présents en tant qu'animateurs poètes. Bon, on a tout à fait une grande admiration pour Maïté Valdez-Bled parce que c'est quelqu'un qui a le sens de l'organisation, qui a le sens de l'accueil, hein, qui sait absolument régenter tout son personnel et accueillir les poètes dans des bonnes conditions. Et on est partie prenante et partie active de cette organisation-là.
c'est un exemple unique de faire venir des poètes de toute la Méditerranée avec toutes leurs différences de culture, de comportement, etc., de sensibilité, et de les faire se rencontrer. Alors non seulement il y a les lectures que tout le monde entend, mais il y a tout ce qui se passe en dehors de ces lectures. Toutes ces rencontres quotidiennes, fortuites, qui font qu'il y a des gens qui nouent des liens, des relations, qui vont échanger pendant une partie de l'année. Elle n'invite pas n'importe qui. Elle invite des gens qui ont, avec leurs différences, quelque chose d'authentique à livrer. Voilà.